Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Joël Bloch. Joël, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio pour nous parler d'une start-up, d'une application que vous avez créée avec un cofondateur. Donc c'est Tagby. Tagby, on dit même. Tagby. Oui, c'est mieux. Tagby pour les Américains. C'est mieux. Tagby. Alors vous allez nous parler de Tagby que vous avez créé avec Jean-Yves Boublil. Jean-Yves Boublil, qui n'a pas pu venir, mais qui sans doute nous suit ce matin. Alors, avant de parler de l'application et de cette start-up que vous avez créée en Israël, on va parler un peu de vous, Joël. Vous nous dites d'où vous venez, combien de temps en Israël, quel est votre parcours ? D'accord. Donc moi, je suis en Israël depuis 10 ans et demi. Je suis originaire de Strasbourg, déjà. Comme beaucoup de blocs. Comme beaucoup de blocs, déjà. Donc j'ai grandi là-bas et j'ai ensuite continué mes études à Paris, universitaire. J'ai commencé à travailler à Paris également en tant qu'entrepreneur. J'ai créé une première boîte, une deuxième start-up, etc. Et donc il y a 10 ans et demi, j'ai décidé de venir en Israël. D'accord, vous étiez déjà marié. Faire son alia lorsqu'on a déjà une expérience professionnelle, je dirais, dans le domaine de la start-up, des nouvelles technologies, c'est un peu compliqué ou... Non, alors c'est pas compliqué. Alors, d'abord, j'étais pas marié. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme ici. Très bien, vous avez bien fait alors. Tout à fait. Et sur le plan professionnel, en fait, non, c'est pas un problème. Pour plusieurs raisons. D'abord, Israël, évidemment, la Startup Nation, c'est l'endroit de l'innovation, etc. Donc le changement de ce point de vue-là n'est pas trop dur. Maintenant, quand on vient en Israël, en tout cas dans mon cas, ça a été le moteur principal. C'était pas pour trouver un job ou pour bosser ou pour faire une carrière extraordinaire. Mon principal moteur était plus sur le plan identitaire et sur le plan de vouloir vivre en Israël. Donc c'était une véritable recherche identitaire, de trouver son identité, sa position ici en Israël. Donc, mais vous avez quand même décidé, malgré ces recherches et malgré cette volonté, vous avez décidé de créer quand même une start-up, une nouvelle société. Oui, tout à fait. Donc en fait, moi, mon parcours, c'est un parcours d'entrepreneur dans la high-tech depuis quasiment bientôt 20 ans. Puisque fin des années 90, j'ai créé ma première start-up. J'ai créé ensuite 2 boîtes et j'ai eu la chance, juste avant de faire mon alia, de pouvoir vendre ma boîte. Et donc, du coup, quand je suis arrivé ici, en fait, assez naturellement, je me suis retrouvé à entreprendre. Et en fait, les rencontres faisant des choses, j'ai d'abord créé une première start-up, mais qui n'a pas fonctionné, qui s'appelait Barracuda, entre l'Asie et l'Europe. Enfin, c'était une plateforme entre les importateurs européens et fournisseurs asiatiques. Et ensuite, j'ai rencontré, mais que je connaissais déjà de Paris, Jean-Yves Boublil. En 2010, on a décidé on était tous les deux à la croisée de chemin, lui dans sa précédente entreprise qui n'avait pas fonctionné comme espéré, et moi également. Et puis on a pas mal discuté, on a très bien accroché, et on a décidé de s'unir et de monter un nouveau projet ensemble. Et c'est comme ça que Tagby a démarré. Alors on va revenir sur le fait de créer une société, de créer une start-up en Israël. Qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est pas facile ? On reviendra sur ce sujet intéressant tout à l'heure, mais tout d'abord, parlez-nous de cette application Tagby. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, alors Tagby, c'est plus une solution qu'une application. D'accord. Alors, pour préciser, d'abord, c'est une solution qui s'adresse en fait aux professionnels. C'est pas une solution qui s'adresse à vous ou à moi sur le plan individuel, mais plus aux professionnels. Et essentiellement aux organisateurs d'événements ou aux exposants dans les salons. En gros, c'est une solution qui va permettre pour les organisateurs de salons de fluidifier les gens qui vont arriver au salon, de mieux connaître les gens qui vont arriver dans le salon, qui vont rentrer, qui vont se promener dans les stands, et également de collecter de la data, de l'information sur les visiteurs. Alors comment ça se passe en pratique ? Moi, je suis visiteur dans le salon de l'automobile, disons à Paris.
Comment ça se passe ? Alors, si vous êtes visiteur, vous pouvez peut-être vous allez utiliser une des applications que notre solution permet d'utiliser, notamment pour les exposants qui souhaitent avoir du trafic sur son stand. En gros, le problème, donc vous êtes au salon de l'automobile, le problème de l'exposant, c'est que les visiteurs viennent sur son stand. Donc c'est difficile de se faire connaître. Alors, à part avoir des grands totems et puis éventuellement des hôtesses qui vont accueillir, etc. C'est important d'avoir. Donc du coup, une des solutions qui est utilisée, qui est un outil d'animation, est sous forme de jeu, de faire une roue qui tourne. Donc c'est une type machine à sous qui n'est pas une machine à sous, de collecter une data et avec un message qui vous dit venez sur le stand pour récupérer votre cadeau. Et ce message, je le reçois comment ? Sur mon téléphone ? Alors vous le recevez portable sur votre téléphone, vous faites ce jeu-là sur le téléphone et vous recevez un QR code qui est un identifiant unique. Vous venez sur ce QR code, avec ce QR code-là sur le stand, vous montrez ce QR code-là à l'hôtesse. L'hôtesse va scanner ce QR code-là. Elle va vous identifier, elle va collecter la data, savoir qui vous êtes, Olivier Granilly, que vous travaillez là et là et là, et elle va vous donner ce cadeau-là. D'accord. L'intérêt pour l'exposant, dans ce cas-là, c'est d'avoir fait venir des gens sur son stand, d'avoir créé une animation et d'avoir collecté une information. C'est-à-dire qu'elle va connaître votre position, votre job, etc. Ces informations qui sont collectées en fait par les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous avez ces informations ? Alors dans ce cas-là, c'est collecté grâce à LinkedIn qui permet d'obtenir cette data-là. Ça peut être un autre réseau social, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. Mais en tout cas, l'élément principal, c'est de collecter l'information et de faire venir, dans ce cas-là, le visiteur. D'accord. Mais c'est un des usages de notre solution dans le monde des salons et de l'événementiel. Un autre usage, en fait, c'est de la photo. La photo. Oui, alors la photo, c'est quelque chose de très classique dans l'événementiel. Faire des photos, on le fait dans les mariages, dans les bar mitzvot, on a des magnettes, etc. Là, l'idée, en fait, notamment pour l'exposant ou l'organisateur de salon, c'est de faire des photos avec des tablettes ou des iPhones ou des smartphones quelconques, et que cette photo-là elle puisse être partagée par email, par WhatsApp, par Facebook, par Twitter, par LinkedIn. Et donc l'individu va recevoir sa propre photo dans son email ou par son SMS. Et du côté de l'organisateur de l'événement, il va pouvoir collecter la data et bien sûr, il aura créé une animation. D'accord. Donc, si c'est moi qui ai photographié, par exemple, alors je vais partager cette photo sur Facebook et ça va bien entendu faire parler de la marque à ce moment-là. Donc, en fait, c'est une façon d'attirer d'abord les personnes sur les stands qui sont dans ces salons, dans ces différents salons, et aussi de faire parler sur les réseaux sociaux de cette marque. Voilà, c'est un outil d'animation et de recrutement pour les marques. Comment vous avez eu cette idée ? Alors nous, on est parti de très loin en fait. On est parti historiquement d'une idée autour de la RFID. En fait, au début des années 2010, comme ça, dans ces deux-là, on a eu la demande de Disney qui souhaitait faire une expérience un petit peu originale. Non, c'était pas Disney d'ailleurs, c'était GB Whiskey qui souhaitait faire une expérience originale basée sur l'expérience de Coca-Cola en Israël. Qui a réalisé la première expérience de bracelet RFID connecté où les gens partageaient des photos sur Facebook. D'accord. Et donc, nous, on a proposé cette solution et à travers ça, on a dit oui, c'est possible. On a vu une technologie qui existe et on a construit notre technologie sur cette solution. C'est vous qui l'avez créée, cette technologie ? C'est une technologie. Alors, la technologie RFID, c'est pas nous qui l'avions créée. C'est un standard qui existe aujourd'hui sur le marché, comme les pistes magnétiques, comme d'autres technologies. Mais par contre, c'est nous qui l'avons utilisé dans le domaine événementiel, pas les premiers. Les premiers, ça a été Coca-Cola en Israël par une agence de communication israélienne. Et donc, nous, on l'a utilisé et on l'a intégré sur le marché français. Et donc, sur le marché français, on a été les premiers. Alors, je crois qu'on a un petit film que vous nous avez apporté. On va le regarder un peu ensemble. On va regarder le premier film, Ariel, si tu veux bien, que vous nous avez apporté. Et vous nous allez un peu nous expliquer ce qui se passe. Alors, ça, c'est un salon, je suppose ? Voilà, donc là, c'est un salon. Et donc, c'est typiquement l'utilisation de TagBuy pour générer du trafic sur le stand. Donc vous allez voir le visiteur, qui arrive. Alors tiens, ça c'est une autre vidéo. Alors ça c'est autre chose, c'est pour collecter de la data. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, on va voir en fait ça c'est l'organisateur de salon. Il va pouvoir en fait scanner le badge du visiteur. Et en ayant scanné le badge du visiteur, il va collecter sa data, mais beaucoup mieux, il va également qualifier l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, celui-ci est intéressé par tel type de produit. Il va mettre des notes, comme par exemple le recontacter demain matin, parce qu'il doit voir son boss, et qu'il a un projet, il a un projet pour lui. Il valide ça,
voilà, il collecte. Et instantanément, il y a un follow-up, un suivi qui s'opère. Et donc, vous allez voir que le visiteur, donc déjà la data est collectée, le visiteur va recevoir un email ou un SMS qui lui dit bonjour, merci d'être venu sur mon stand. Voici l'information concernant le produit qui vous intéresse, et on reste en contact. Et donc, c'était pour Dassault qu'on a réalisé cette opération-là. Et donc, Dassault a utilisé cet outil-là de TagBuy, qui est une application qui s'appelle Leads Manager, de manière régulière, aussi bien à Paris qu'à Dubaï, qu'à Doha. Voilà. Aujourd'hui, dans le monde commercial, le mot d'ordre, c'est la collecte d'informations. Alors, il y a deux choses. Il y a la collecte d'infos qui est un des sujets des marques, quelles qu'elles soient les marques grand public, B2C ou B2B, plus entreprise. Maintenant, il y a un deuxième sujet aujourd'hui de la collecte data, c'est l'utilisation de la data. C'est-à-dire collecter de la data, finalement, c'est pas trop compliqué. En faire quoi? La rendre intelligente, ça, c'est un sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on voit à la fois des technologies de type big data, etc., qui réfléchissent là-dessus. Mais disons que les solutions, c'est une chose, les réglementaires, c'est une autre, et les usages, c'est une troisième. Aujourd'hui, quand on rentre dans n'importe quel site, il y a ce qu'on appelle les cookies. C'est ça, en fait, qui permet aux sociétés de connaître en fait nos goûts, de savoir dans quel site on est rentré. Et ensuite, bien entendu, on va recevoir des publicités en fonction de ça. C'est ça que vous parlez, c'est-à-dire comment utiliser cette information. C'est ça aujourd'hui que les sociétés, les startups essayent d'utiliser, essayent de découvrir. Alors, les startups en général construisent les outils pour les marques. Oui. Elles sont assez rares, les startups, à part les grands sites internet dont vous parlez, mais ce n'est pas vraiment des startups qui collectent de la data. Je vais sur Amazon ou sur eBay. En effet, il y a des cookies qui vont permettre à Amazon de me pousser le produit qui m'intéresse la fois d'après ou en même temps, etc. Ça, c'est des usages de collecte de data et d'utilisation des data pour le grand public. Maintenant, dans le domaine B2B, et donc dans le domaine de TagBuy, c'est des sujets qui sont plus communs, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que... C'est plus ciblé. C'est plus ciblé, mais d'abord parce que le nombre de clients que vous avez, entre guillemets, est moindre. On ne travaille pas sur la quantité, on est très petit. Qualité, une entreprise qui vend à d'autres entreprises n'en a pas des centaines de milliers en général, comme des grandes marques grand public, mais quelques-unes. Donc du coup, cette information-là, on a l'habitude d'aller... Quand vous allez dans un salon professionnel, vous donnez votre carte de visite. Il ne s'agit pas de venir en disant « je ne vous dis pas qui je suis ni quoi que ce soit ». Sauf si vous êtes le patron d'IBM et que vous voulez être très incognito pour pas que tout le monde vous court après. Mais à part ça, il n'y a pas ce souci-là. Donc du coup, la solution de TagBuy pour les professionnels, elle aide véritablement à rendre la data, les expositions de la marque plus faciles, plus intelligentes, et d'aider surtout après à collecter la data, c'est une chose, mais surtout l'utiliser pour la vente de leurs produits. Donc l'utilisation est faite plus par ceux qui reçoivent cette data, ou vous aussi vous les aidez à utiliser cette information? Alors nous, côté TagBuy, on est uniquement fournisseur de l'outil. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de la data. La data appartient à l'organisateur de l'événement, du salon, l'exposant, etc. Vous donnez la possibilité de récolter cette Et à travers notre plateforme, la personne l'organisateur d'événement, le responsable marketing va pouvoir voir qui est venu, va pouvoir savoir, avoir les statistiques, va pouvoir faire un suivi aussi. Et un suivi, un follow-up. Tout à fait. C'est difficile de créer une start-up en Israël quand on est nouvel immigrant, puisque vous êtes encore nouvel immigrant, ça fait 10 ans que vous êtes en Israël. Depuis combien de temps existe TagBuy? Alors TagBuy existe depuis environ 4 ans. 4 ans, donc ça faisait en gros 5-6 ans que vous étiez en Israël lorsque vous l'avez créé. Mais j'avais créé donc une autre avant. Oui. Est-ce que c'est dur de créer une boîte en Israël, une start-up? Eh bien, on va dire oui et non. Oui, d'abord parce que créer une entreprise, c'est difficile, c'est jamais simple. Avoir un bon produit, une bonne idée, arriver à la mettre en place, à l'exécuter et qu'elle réussisse, c'est-à-dire qu'elle rencontre un public, que ce soit grand public ou professionnel, c'est jamais une chose aisée. Par contre, c'est facile parce qu'en fait, tout le monde crée des sociétés, tout le monde crée des startups en Israël. C'est un truc commun. Et moi, une de mes expériences qui était complètement hallucinante, c'était une des fois où j'avais pris un taxi au début de mon alia. Et puis, on commence à discuter. Je dis, oui, je suis dans Internet.
Et le gars commence à me dire, ah bah alors il faut que je te raconte, je suis en train de créer une boîte. Ah et oui. il me raconte son projet de boîte. Il m'a dit, voilà, alors, Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Ouais. J'ai un produit, il est extraordinaire. Si tu veux, on peut faire du business ensemble. Tu peux le vendre en France, ça va faire un carton. Donc c'est ça l'état d'esprit en fait. Et c'est vrai quoi. Et on n'a pas besoin de se dire, il y a une catégorie de gens qui sont indépendants et créent des boîtes, ou même des gens qui sont salariés. Tout le monde pense à créer sa boîte, entre guillemets, sa start-up. Alors après, la réussite, évidemment, c'est Mais pas... lorsqu'on vient de France, on n'a peut-être pas toujours cet esprit d'initiative qui existe en Israël. C'est pas un peu un obstacle? Alors, c'est vrai qu'au niveau de la mentalité, en France, on n'a pas vraiment cette mentalité-là. Quoique aujourd'hui, c'est différent. Il y a 10 ans, très sincèrement. Notamment les jeunes qui débarquent en Israël sont souvent des jeunes qui ont été confrontés à la start-up ou à l'initiative, ou si c'est pas eux, par des copains ou de la famille. Parce que franchement, c'est très dynamique aujourd'hui en France là-dessus, il faut être honnête. Maintenant, moi, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que, entre guillemets, je ne sais faire que créer des boîtes, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, du coup, c'est un peu naturellement que j'ai continué, mais sans plan de marche véritable. C'est-à-dire que je crois beaucoup aux rencontres, et encore plus en Israël. Donc, du coup, voilà. Vous vous êtes entouré d'Israéliens pour créer cette plateforme? Mais on est israélien. Vous êtes israélien, mais des Israéliens qui sont nés ici. Je pose cette question parce que pour savoir comment se passe justement cette rencontre avec les Israéliens qui sont nés ici. Alors ça, c'était une des étapes moi personnellement, dans mon processus d'Aliyah, puisqu'en fait, les premières années, j'étais encore en mode très mindset français et travaillant en Europe et pas forcément en Israël. Et puis à un moment donné, en rencontrant nos amis de Gvaim, notamment leur programme de The Hive, on s'était dit avec Jean-Yves, mon associé, que ça valait le coup de faire ce programme-là. Et c'était pas tant pour apprendre à créer une boîte, parce que c'était pas la première boîte, ni pour lui ni pour moi. Ça, vous saviez le faire. Ça, on savait faire. Mais par contre, c'était pour switcher au niveau de son cerveau et de se dire finalement, on est dans un environnement qui est extraordinaire, qui est richissime à tous les niveaux, et on va rentrer dans cet écosystème-là. Et le programme de The Hive de Gvaim nous a aidés, grâce notamment à Patricia. Donc, cette création d'entreprise, c'est un peu une aide à l'intégration à la société israélienne. C'est une aide à l'intégration, tout à fait. Tout à fait. C'est une vraie aide à l'intégration, puisque finalement, vous rentrez dans l'écosystème de l'innovation et des startups, et donc vous rencontrez toutes sortes de personnes. Et donc, alors justement, cette rencontre avec des mentalités différentes, elle est aussi simple, ou là aussi, il y a disons des petites difficultés à surmonter? Ça dépend d'où vous venez et de votre parcours. Dans mon cas, à moi, j'avais déjà beaucoup travaillé sur l'international. Donc du coup, Israël, entre guillemets, n'était pas si problématique que ça. Même si on apprend avec la mentalité, c'est évident. Si vous n'avez pas été confronté à l'international, de manière générale, c'est plus dur. Et puis après, de manière simple, mais ça, c'est quelque chose qui est valable dans la LIA tout court, qu'elles soient entrepreneurs ou pas entrepreneurs, c'est la souplesse. La souplesse. C'est la souplesse d'esprit. C'est le mot d'ordre, c'est la l'ouverture. souplesse. La souplesse, c'est s'ouvrir donc aux autres, et puis être prêt à s'ouvrir à des nouvelles mentalités, c'est aussi un point important. Complètement. Apprendre à s'ouvrir aux mentalités et apprendre à s'ouvrir soi-même pour se transformer. Parce que, in fine, les rencontres qui vont être faites en Israël, dans le cadre professionnel ou personnel, vont vous transformer de l'intérieur. Si vous n'êtes pas prêt à se faire transformer par l'endroit, c'est compliqué. Si vous y êtes, vous réussissez la LIA, pas de problème. C'est vraiment, c'est un instrument d'intégration en fait. Clairement. Totalement. On va revenir à cette plateforme, à cette application, mais ce que vous avez mis au point. Aujourd'hui, elle est utilisée par des grandes entreprises? Oui, tout à fait. Donc, du coup, dans l'exemple que vous avez vu, Dassault en France l'utilise, Dassault Systèmes. En Israël également, le salon Babyland utilise la solution notamment pour gérer ses inscriptions. Donc, le salon Babyland, c'est une fois par an, c'est 30 000 personnes qui viennent au salon du bébé à Tel Aviv. C'est également utilisé au Mexique, parce qu'on a des revendeurs qui l'utilisent là-bas, et également, notamment au Cameroun. Puisque, on a aussi des revendeurs là-bas et qui distribuent cette solution. Et là, ils l'utilisent pour des événements, notamment dans l'innovation et un événement qui s'appelle les Digital Thursday. Et ils utilisent la solution pour enregistrer les gens, pour créer de l'animation, collecter de la data. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des projets, peut-être pas dans ce domaine, peut-être vous est-ce que vous pouvez nous en parler? Si vous pouvez nous en parler, bien entendu, des projets d'avenir.
projet d'avenir. Là, le projet sur TagBuy, c'est de développer. Ouais. C'est ça aujourd'hui les projets d'avenir qu'on a, de pousser aussi bien sur le marché israélien qu'on a commencé à aborder, mais également sur le marché international. Et de développer de nouveaux produits. Voilà. Alors Joël, vous nous avez dit au début que lorsque vous avez fait votre alias, c'était aussi une quête d'identité. Vous en êtes où alors par rapport à ça ? Elle est évidente. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes, des lieux communs, mais disons que vivre son judaïsme en Israël n'a rien à voir avec vivre en France. Enfin, c'est une histoire qui est complètement différente. Ça met du temps de comprendre ce que c'est d'être juif en Israël versus être juif en diaspora. Finalement, on a 2000 ans d'histoire de diaspora, que ce soit venant d'Afrique du Nord, d'Europe, de l'Est ou autre. Et ça demande un vrai changement de cerveau. D'abord, vous êtes une majorité, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est extraordinaire comme expérience de manière intérieure parce que finalement, vous reconnectez avec ces 2000 ans d'histoire et pas de manière comme on l'a toujours vécu d'une petite communauté dans un endroit, un environnement majoritairement non juif et vous êtes la petite communauté qui essayait. Puis en fonction du bon vouloir du gouvernant qui vous renvoie ou qui ne vous renvoie pas, si on reprend l'histoire des Juifs de la diaspora, vous restez là, là vous êtes juste chez vous, c'est le retour. Donc c'est d'inscrire dans une grande histoire. Inscrire dans une grande histoire et puis la chance de vivre l'histoire. Et c'est particulier quand on a une histoire comme la mienne, mais comme tous les Juifs de diaspora. Et le fait justement de participer à l'économie israélienne, parce que vous participez, je suppose, très activement à l'économie israélienne, c'est motivant. Alors ça, c'est très motivant. Et si vous avez encore une minute, je vous raconte une anecdote qui est impressionnante, qui moi m'a fait extrêmement plaisir. On est en contact avec des Saoudiens pour TagBuy. Et puis, quand vous parlez avec des Saoudiens en anglais, ils vous prennent pour un Français, puisque de toute façon, vous avez l'accent français. Et puis, à un moment donné, mon contact saoudien me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Je pensais que j'étais à Paris. Et il me dit, mon boss est à Paris, va le voir. Je dis, OK. Donc, je vais voir son boss, qui se trouve là où vont les Saoudiens, c'est-à-dire à l'hôtel Bristol. Oui. Et on discute et il commence à parler avec moi. Il me dit voilà, j'aimerais savoir, TagBuy, en fait, où est la boîte, où est-ce que vous faites, comment est-ce que vous développez votre logiciel et qui les développe. Alors je dis voilà, on a des équipes en Israël et en Europe de l'Est, tout ça étant vrai. Il me dit d'accord. Il me dit alors, coach, je t'explique. Moi, j'ai aucun problème avec Israël. En Arabie Saoudite, on sait tous que toutes les technologies qu'on utilise sont des technos qui viennent d'Israël. Par contre, tu comprends, mon gouvernement nous interdit qu'on ait quelque chose qui soit d'Israël. Donc, est-ce que tu serais d'accord de changer le produit, qu'on ne voit pas le Made in Israël avec un Made France ou Angleterre ou ce que tu veux, et qu'à ce moment-là, on puisse travailler ensemble. Je dis, il n'y a aucun problème. Et là, je suis sorti du rendez-vous assez fier. Pourquoi assez fier ? Non pas le fait de se cacher, etc. C'est pas ça le sujet. Ouais. C'est que j'ai également beaucoup d'amis dans la high-tech en Israël. Et des histoires comme ça, j'en ai entendu 150 000. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés israéliennes qui vendent en Arabie Saoudite, en Iran, en Irak, en Syrie, partout. Et il y a de marqué Made Netherlands, Turquie, ou bien même, et historiquement même au niveau de l'agriculture, les oranges, le nombre de gens qui dans les kibbutz du côté de Gaza qui ont mis des tampons Made in, c'était Guadeloupe ou Martinique, alors que c'était Israël. Donc du coup, c'est extraordinaire de se sentir à ce moment-là israélien. Pour la première fois, je me suis senti complètement israélien dans le travail. C'est une grande fierté. Grande fierté, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Joël, de nous avoir parler de votre application, de cette TagBuy. On vous souhaite en tout cas bonne chance, Merci, bonne continuation. En tout cas, c'est bien parti. Merci d'être venu dans les studios de Studio Qualita ce matin. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle émission de Israël Demain. Merci. Bye bye. À bientôt. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.